Bienvenue au Paris Design Meetup. On est vraiment ravis d'avoir autant de participation. Ce sera le premier d'une longue série, je pense, qui était déjà longue, qui a commencé en 2015, mais je reviendrai un peu dessus plus tard. Donc bienvenue, ça je l'ai déjà dit. Moi, c'est Luca Bonomi. Beaucoup de gens me connaissent sous le nom de Lucky ou Lucky VG. Pendant longtemps, j'ai été front-end chez Algolia, qui est cette entreprise qui nous accueille. Et plus récemment, je suis passé côté DevRel, ce qui fait que on s'est dit que ce serait pas mal, à ce titre, de relancer les Paris Design Meetup. Je vous encourage, si vous voulez prendre des photos, poster des contenus sur les réseaux, peu importe, utilisez ce hashtag. Nous, ça nous permet ensuite de récupérer vos images et vous, ça vous permet, si vous voulez, de revivre ces magnifiques moments sur les réseaux sociaux. Comme je vous disais, le Meetup, il a commencé en 2015, qu'on a fait chez The Family, qui était à l'époque plutôt sympa de nous avoir accueillis. Il y a des gens d'ailleurs qui étaient chez The Family en 2015 qui sont revenus et on est ravis de vous voir et de vous avoir vu à toutes les éditions du Meetup. Le Meetup avant s'appelait le Paris Dribble Meetup. Pour des raisons évidentes, on l'a rebrandé en Paris Design Meetup parce que tout le monde n'est pas forcément sur Dribble et on trouve que c'est plus cool d'ailleurs comme ça. Après 2015, moi j'ai rejoint Algolia et on a commencé à les hoster de manière biannuelle. Après, on a un peu arrêté puis le Covid est arrivé et bref, on a un peu lâché l'affaire jusqu'à maintenant, quasiment 6 ans plus tard, où on repart avec la deuxième édition du Paris Design Meetup, sachant que la première était en septembre 2018. On a toujours eu pas mal de participation, mais je pense que celui-ci c'est le plus gros et le prochain sera encore plus gros. Donc voilà, on vous donnera la communication en temps et en heure. Merci aux sponsors. Tout d'abord, merci à Algolia de nous permettre d'utiliser ces magnifiques locaux et de nous permettre d'avoir vu les choses un peu plus grand que les années précédentes. Nous, on avait envie de rassembler les gens, on avait envie de faire en sorte que la communauté design parisienne puisse se rassembler et puisse faire du networking ensemble. Et merci à Jitter, mais je laisserai Roby vous présenter Jitter un peu plus tard. À main levée, qui connaît Algolia déjà ? Ça fait une bonne partie. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Alors nous, en fait, on est une boîte, on fait de la search as a service, c'est-à-dire qu'on vous permet de trouver des résultats dans des jeux de données, ce qu'on appelle, de manière assez simple d'utilisation. On a énormément de features, des features de personnalisation, de recommandations. On a créé des frameworks, des librairies qui vous permettent d'interagir avec Algolia de manière simple et facile. On a un gros focus sur le design. Donc je vous ai mis quelques exemples d'expériences que vous pouvez faire avec Algolia. Et là, par exemple, la doc de Figma utilise notre produit DocSearch. Il y aura Seb, Hervé, Source, The Design Crew et Bruno. Il y aura un petit break après les 3 premiers talks de 15-20 minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler ou sinon après pendant le networking. Et écoutez, c'est tout pour moi. Maintenant, je vais demander à Roby de me rejoindre pour vous présenter Jitter en quelques mots. Merci, bonjour à tous. Moi, c'est Roby, je suis cofondateur de Jitter. Merci Lucas et Seb pour l'invitation. On est vraiment trop contents de pouvoir participer à l'organisation de cet event. Juste une petite question par curiosité. Qui a déjà entendu parler de Jitter ? Pas mal. Et qui a déjà galéré au moins une fois dans sa vie avec After Effects ? Ok. Alors du coup, en 2 mots, quand on s'est rencontré avec mon cofondateur Étienne, on a fait le constat que le motion était en train d'envahir nos vies, mais que c'était hyper compliqué de construire un motion. On s'est rendu compte qu'il y avait à peu près même pas 2% des designers qui savaient utiliser After Effects, mais qu'il y avait beaucoup plus de designers qui avaient envie de pouvoir faire du motion. Et du coup, on a commencé Jitter avec ce rêve de pouvoir rendre le motion accessible à tous les designers et tous les créas. Comment on fait ça ? Déjà avec un éditeur qui est hyper facile à prendre en main. Et deuxièmement, en le rendant collaboratif. On a envie de sortir le motion de sa niche. Aujourd'hui, quand on regarde les équipes design, en général, il y a 1 personne, 2 maximum qui sont responsables des projets motion. Et on a envie de permettre à tous les designers de contribuer à ces projets. Et aussi de rendre la collab avec les autres équipes beaucoup plus facile, en particulier les équipes marketing et développeurs. Du coup, on a lancé la V1 il y a à peu près 1 an et on est plutôt content. Aujourd'hui, Jitter, on a à peu près 120 000 designers qui nous utilisent tous les mois. Notre Figma plugin, il a atteint les 200 000 installations la semaine dernière. Et c'est fou, quoi. Nous-mêmes, on est surpris par l'engouement qu'il y a autour de ce projet qui, au début, avait commencé juste comme un tool qu'on avait créé pour répondre à nos propres besoins. Et ce qui est hyper excitant, c'est que c'est que le début. On est encore en train de le construire, en train de récupérer tout le feedback qu'on peut pour continuer à l'améliorer dans la bonne direction. Et donc, du coup, on est vraiment hyper excités par le futur. Du coup, je voulais encore remercier Lucas et Seb parce que donc, pour nous, c'est hyper important de pouvoir aussi contribuer à l'organisation de ce type d'event. C'est déjà le 2e qu'on fait cette année.
Et plus généralement, on a envie de pouvoir donner de l'énergie à la communauté design et la faire vivre avec plus d'initiatives de ce type. On a une communauté design qui est hyper forte en France. On a la chance d'avoir un bureau Figma, Algolia, plein de startups, plein de design studios qui ont une renommée mondiale. Et c'est vraiment incroyable. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir redonner à cette communauté et de pouvoir créer des opportunités comme celle-ci où tout le monde peut se rencontrer, échanger et créer des belles choses tous ensemble, quoi. Voilà, donc nous, c'est Jita, on est les t-shirts blancs. N'hésitez pas à venir nous poser des questions, nous donner tout le feedback que vous avez. On est vraiment demandeurs. Et surtout, on espère que vous allez passer une super soirée. Merci beaucoup et bon meet-up. Et puis sans plus attendre, on va dire bienvenue à Seb sur scène. Merci. Qui va nous parler de... Et encore un tonnerre d'applaudissements pour Lucky qui a grave travaillé ces dernières semaines pour vous faire un meet-up gratuit avec des talks au top de studio, au top de la bonne bouffe et des bières. Ok. Alors, c'est à moi. Bonjour, c'est parti pour le comique, comme on dit. Donc, je suis très content d'avoir été le co-organisateur de cet événement à côté de Lucky et de nos sponsors. Et aujourd'hui, je viens pour représenter le studio NVZT. Donc, studio NVZT, c'est un studio pluridisciplinaire avec une équipe composée de une personne, c'est moi. Et donc j'ai eu le plaisir, donc je suis brand designer, je m'appelle Seb, j'ai eu le plaisir de travailler sur le branding d'Algolia, de The Design Crew, de Siècle Digital. Je suis actuellement en train de travailler avec Pigment, mais ça je peux pas vous le montrer aujourd'hui. J'ai fait pas mal de projets plus ou moins connus. S'il y en a d'entre vous qui sont aussi freelance, le capitaine de votre propre bateau, vous savez ce que c'est. On travaille pour nos clients, oui, mais on fait aussi des devis, des factures, de la compta, la cuisine parce qu'on télétravaille, et puis on fait du sport parce que justement on veut essayer de ne pas mourir à 35 ans à cause du stress de nos clients, de nos factures. Bref, vous avez compris, il nous reste très peu de temps, et malgré ça, on s'est quand même chauffé et on s'est dit, est-ce qu'on n'organiserait pas un meet-up? Donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour designer le branding d'un event comme celui de ce soir lorsqu'on n'a que 5 minutes? Bon, spoiler, ça a pris plus que 5 minutes. Mais on va essayer de voir un petit peu des petits hacks que j'appelle des hacks de feignants, qui sont en vrai des hacks pour gagner du temps. Et je vais vous partager un petit peu toutes ces décisions qu'on a prises pour le branding de l'event. Alors, tout bon projet de design, de brand design commence toujours évidemment par un logo. Et donc là, ce logo, il a fallu le faire rapide, il a fallu le faire feignant. Alors, on n'a pas cherché midi à 14 heures à représenter ce que ça allait dire. Est-ce qu'il y a une vision philosophique? Non, Paris Design Meetup, PDM, et puis les designers, ils utilisent des formes simples, on utilise des formes simples. Voilà. Et au final, il est tellement feignant que si vous regardez bien, il y a 2 formes dans le logo, un rectangle et un quart de cercle. Et c'est tout. Et vous allez le retrouver tout au long de cette présentation. Ça s'appelle capitaliser sur l'existant. Bien sûr, très vite, quand on fait un logo, il faut trouver une fonte parce que le logo, il doit quand même représenter une marque ou un événement et donc il doit écrire quelque chose. Alors pour le logo, on a choisi cette fonte qui est la Safiro. Safiro, on a pris celle-là parce que c'est donc une fonte grotesque, sans empattement, avec des ink traps assez grands. C'est à la mode en ce moment, ça plaît. C'est assez graphique. On s'est dit que ça plairait à la communauté de designers. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir une fonte de manière feignante, vous allez me dire? C'est simple, hein. Moi, tous les jours, j'ai un onglet qui s'ouvre grâce à Designer Daily Report dans mon browser. Je vous invite fortement à télécharger l'extension parce qu'en vrai, elle est super pratique. Et donc, tous les jours, ils vont faire une suggestion. Le branding du jour, la couleur palette du jour et la fonte du jour. Le jour où j'ai commencé à travailler sur le branding de l'event, c'est celle-là qui est sortie, ça m'allait bien. J'ai dit go, hop, on va payer la fonte et voilà. Je rigole, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Bien, on a un logo, on a un nom, on a ajouté la date, on a ajouté les sponsors, merci encore. Et maintenant, il faut attirer l'œil, il faut attirer la foule. Alors comment est-ce qu'on va faire? Il va falloir rajouter de la couleur. Lorsqu'on fait du branding, on essaye quand même de s'inscrire dans un existant, dans une continuité. Donc là, vous l'avez vu tout à l'heure, le dernier en date,
c'était ça qu'on avait fait comme design. Donc bon, il se trouve encore moi qui l'avais fait à l'époque. Et on sait que ça avait pas mal plu parce que vraiment, on s'est fait dévaliser les stickers. Donc je me suis dit, OK, il va falloir qu'on reparte de ça. Le rose, historiquement, il était quand même là. Et puis, bon, des choses un peu organiques, un peu folles, ça permet de stand out sur les réseaux sociaux et de faire un truc un petit peu plus original que tout mettre dans des blocs comme la plupart de nos amis product designers font le reste de l'année. J'ai pas dit ça. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser comme tool qui est le tool de feignant par excellence ? Merci Midjourney. Midjourney m'a permis de révoquer mon abonnement à Cinema 4D. Je suis pas sûr que j'apprenne un jour du coup. J'ai plus besoin de faire de la peinture non plus pour faire du fluid painting. Grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, je peux générer à la volée des designs en tapant simplement un prompt. En l'occurrence, ici, j'avais même, on va dire, un peu la flemme de trouver le prompt par moi-même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé dans la fonction Describe. Describe, c'est exactement l'inverse de la fonction Imagine de base de Midjourney. Là, ce qui se passe, c'est que vous mettez une image et il vous envoie 4 prompts. Et de cette manière-là, en fait, ça m'a permis de trouver les mots-clés qui étaient bien dans les prompts. Alors, je me suis dit, on veut du fluid painting et puis on veut des fleurs parce que, je sais pas, j'aime bien les fleurs, puis dites-le avec des fleurs, c'est toujours plus agréable. Donc, j'ai balancé une orchidée, j'ai balancé du fluid painting et j'ai regardé un petit peu les mots-clés qui me ressortaient. Grâce à ça, j'ai pondu un prompt qui est un mix de fluid painting et un mix d'orchidées. Voilà, donc là j'ai mis en jaune ce qui était les fleurs, ce qui était en orange c'est le fluid painting. Et puis go, on pourra en parler un petit peu plus lorsqu'on se croisera au networking, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis Styro ou des choses comme ça si ça vous intéresse. Du coup, très rapidement, là vous reconnaîtrez Discord, j'ai pu générer des tonnes et des tonnes et des tonnes d'orchidées en fluid painting, ce qui est plutôt cool, hein. Il suffit de changer un peu un paramètre, une couleur, une compo, et donc ça en fait plein de différents. Donc ça m'a permis de rapidement faire des visuels comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Vraiment, quand on est brand designer, c'est plutôt pas mal Midjourney, parce que ça nous permet de faire des visuels qui sont différents, mais quand même similaires. Et ça, c'est un peu la base de la brand quand on veut la développer, quand on veut développer l'imagerie. De plus en plus avec mes clients maintenant, au lieu de faire des recherches dans des banques d'images à la papa et leur trouver les photos qui leur correspondent, en fait, je leur rédige des prompts et on se met d'accord sur certains paramètres. Ça leur permet de développer des imageries pour leur site web qui sont uniques à eux, puisque personne d'autre n'aura généré les mêmes, et qui seront consistantes et ils pourront générer leurs propres images à l'avenir. Bref, une fois qu'on a fait ça, il faut animer ça, parce que, bon, on va jusqu'au bout, on essaye de le faire. Et comment est-ce qu'on fait pour animer quelque chose de manière feignante? Et c'est là qu'interviennent nos sponsors. Jitter, vraiment super outil de feignant, j'adore. J'adore. Moi, After Effects, je maîtrise, mais pour faire une animation comme ça, il faut une demi-heure, 3/4 d'heure. Pas le time. Là, on prend son petit Figma, que je vous ai montré juste avant, on le met dans le plugin Jitter, on le balance dans l'interface de Jitter, et là, il n'y a pas besoin de créer des images clés ou quoi que ce soit. Les animations, elles sont déjà préfaites, vous pouvez choisir les courbes de mouvement que vous voulez, il y a juste à cliquer, et en 2 secondes, vous pouvez le faire. Donc une animation comme celle-ci, par exemple, en partant du fichier Figma, ça m'a pris, allez, 7 minutes, max à la faire. In and out, parce que là, comme vous le voyez, il y a l'animation d'entrée et l'animation de sortie. En quelques clics, c'était plié. Donc vraiment, c'est quelque chose que je recommande très fortement. Il ne me paye pas pour dire ça. Enfin, je crois, si. Il ne paye pas d'ailleurs. Okay. Bon, pourquoi est-ce qu'on a animé ? Eh ben, ça, je vais vous dire, et c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. Quand vous faites du design, vous faites des choses pour qu'elles soient vues. Eh ben, en l'occurrence, voilà les perfs sur les campagnes qu'on a menées pour l'événement ce soir. Vous voyez l'image fixe, 650 impressions. Et l'image animée, qui est la même, juste avec 5 minutes d'effort sur Jitter, eh ben, on a eu 4 fois plus d'impressions. Et donc, si vous êtes aussi nombreux ce soir, c'est grâce à ça, entre autres. Et donc après, on est allé, on s'est dit, on va faire un site web quand même, parce que bon, on est feignant, mais on fait les choses bien. Et donc, la solution des feignants pour les sites web, c'est bien évidemment le no-code. Et oui, et quel bon outil de no-code pour feignants, si ce n'est que Framer. Et là donc, bon, on a recherché un petit peu. Ce qui est génial avec Framer, c'est qu'ils ont une belle banque de templates assez simple, plutôt quali, et on en a trouvé un qui faisait plutôt la blague. Voilà. Et donc très vite, en fait, on a juste changé quelques contenus visuels, on a mis notre fameuse fonte, on a mis nos fameux éléments, et bam, le site était fait, je dirais, allez,
45 à 50 minutes. Et enfin, bien sûr, ça, c'est le nerf de la guerre. Lorsqu'on veut gagner du temps, on a déjà gagné du temps pour faire celui-là, mais on va essayer de gagner du temps pour faire tout le reste. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a de la signalétique, il y a des slides, il y a un petit peu de tout. Il faut capitaliser sur nos éléments. Vous retrouvez le quart de cercle, vous retrouvez le rectangle, et puis vous les retrouvez là, et puis vous les retrouvez sur le site web, et puis vous les retrouverez ce soir dans les slides. Et donc, c'est comme ça qu'avec peu d'efforts, on réussit à faire tous ces supports. Et cette capsule, pour les événements à l'avenir, eh ben, elle pourra venir englober, je ne sais pas, une nuit étoilée d'aurore boréale en fluid painting, ou bien une fleur électrique, ou bien un noisy gradient, parce que les designers aiment bien les noisy gradients, ou même une collab avec un artiste, on ne sait pas, mais vous voyez, avec peu d'efforts, on aura été capable de créer un branding qui pourra s'inscrire dans le temps, créer une continuité, et cette fois, promis pour les prochains événements, ça ne prendra que 5 minutes. Merci. Et un dernier truc, j'ai été feignant, j'ai même pas eu le temps de faire mon portfolio, donc je vous recommande de vous faire un bento, ça aussi ça marche super bien. Scannez le QR code, vous pourrez découvrir les projets qui font que j'ai pas le temps, parce qu'il y en a quand même pour lesquels je passe du temps, et sinon abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a plein de blagues aussi nulles que celles de ce soir. Allez, merci, bonsoir. Maintenant, on va accueillir Hervé sur scène qui vont nous dévoiler leur talk. Bonjour à tous, merci à Sébastien et à Lucas de nous avoir permis de venir aujourd'hui vous parler. Et merci aussi à Algolia et Agiteur d'avoir rendu cet événement possible. Je suis Vincent Jouty, je suis cofondateur du studio Hervé. Je suis venu avec Julie Martin ici qui est interactive designer, pardon, et Rémi Godet qui est motion designer chez Hervé. Donc tous les trois et quelques personnes qui sont un peu, à la base ils devaient être dispersés, mais je vois qu'ils sont tous dans un seul même coin. On forme l'équipe Hervé. Il manque Romain aussi notamment, mon cofondateur, que certains connaissent et que vous pouvez voir en haut à droite sur cette image. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Hervé ? Chez Hervé, si je dois résumer, en fait, quand on me demande de résumer un petit peu ce qu'on fait, j'ai l'habitude de dire toute l'équipe travaille à trouver la bonne direction, c'est-à-dire qu'elle a un brief, elle explore des directions et son travail, c'est de trouver la bonne direction. Et pour Hervé, la bonne direction, c'est celle qui a le goût de l'inattendu joyeux. Alors, on a déposé cette expression. Voilà, vous en pensez ce que vous voudrez. En tout cas... Si je résume encore le résumé, c'est que nous aimons créer des expériences impactantes qui ont toujours ce petit plus qui vous accroche. Si je dois donner 3 chiffres à propos d'Hervé, je vais vous dire 5, 100 et 70. Ce sont bien 3 chiffres séparés. Donc 5, c'est tout simplement le nombre d'années depuis laquelle nous existons. Au cours de ces 5 années, nous avons pu faire 100 projets pour 70 clients. On vous a mis en dessous des petites formes avec des petits mots qui vous disent un peu pour quel type de clients nous avons pu travailler. Donc on a travaillé pour beaucoup de SaaS, quelques projets dans le gaming. On a eu des projets NFT à la grande époque, peut-être que ça va revenir, ça commence. Quelques projets dans l'hôtellerie, le sport et l'automobile aussi avec Opium. Et plus récemment, le fashion et le luxe avec notamment un projet dont Julie et Rémi vont vous parler après. Tous ces projets, on les fait en s'appuyant sur 3 savoir-faire qu'on a en interne chez nous. Donc, le premier, c'est le branding. Donc, on passe un peu plus de temps que 5 minutes, mais on essaye de s'améliorer sur ce sujet. Donc, le branding, la conception d'identité de marque, en partant de l'identification de valeur, de positionnement, jusqu'à la création des assets, la production visuelle, qu'elle soit animée ou fixe, qu'elle soit 3D ou 2D, et l'interactive design, qui sert très souvent de liant entre ces 2 premières features pour créer donc, ces expériences impactantes dont je parlais tout à l'heure. Je vais arrêter de prendre du temps à Julie et Rémi, et je vais passer la parole à Julie pour vous présenter un projet et vous présenter un peu le workflow chez Hervé sur comment est-ce qu'on passe d'un brief à des concepts à une expérience en production. Du coup, le projet dont on va vous parler, c'est pour la marque Cartier. Pour la 2e année consécutive, ils nous ont contactés pour digitaliser une revue qu'ils éditent annuellement. Donc cette revue, en fait, c'est pour passer en revue tous les accomplissements de la marque sur l'année qui vient d'être écoulée. Donc cette année, elle contenait 6 chapitres et 29 articles. Notre brief, ça a été de les rendre sous format digital, tout en mettant en avant 6 articles en les poussant de façon interactive pour les rendre immersives et vraiment pousser ces campagnes du plus qu'on pouvait. Donc ça s'inscrit dans un cadre d'un projet de 4 mois avec un budget défini. Là, vous vous dites, ok, tranquille, il y a le temps. Franchement, c'était chaud. Pour répondre à cette commande, on a monté une team de 4 designers avec tous des spécialités différentes pour vraiment avoir une équipe couteau suisse et avancer tous la main dans la main. Tout ça sous la coupe de Jérôme, notre chef de projet.
Et on a aussi contacté une team de dev de 6 développeurs hyper talentueux avec des spécialités différentes pour répondre à bien au projet. Donc la première étape lors de ce projet, c'était de réaliser des concepts. Ces concepts, donc il y avait les 6 articles à mettre en avant. On a à chaque fois itéré en proposant plusieurs concepts pour chaque article. Le plus important, c'était d'avoir une bonne anticipation, parce qu'en fait, avec notre expérience, on sait quelles features peuvent prendre du temps, que ce soit en design ou en dev. Donc, il fallait qu'on soit malin en proposant des choses qui rentrent dans le cadre du projet et qui surtout servent les propos de quartier. Donc, on a tout de suite storyboardé toutes nos idées pour les faire valider aux clients, mais aussi pour que ça serve de base de discussion avec les développeurs, pour savoir quel développeur était le plus à l'aise sur quelle expérience et vraiment bien départager les tâches entre chacun. Ok. Passons à la navigation. Donc, la navigation, c'est l'élément le plus important sur le site quartier. C'est celui qui fait le lien entre tous nos composants, que ce soit les articles basiques ou les articles interactifs. Il fallait donc qu'on fasse en sorte que les utilisateurs ils les voient, ces articles interactifs. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'année dernière, pour la précédente édition, beaucoup d'utilisateurs, au final, passaient outre ces articles augmentés. Il fallait donc les mettre en avant, mais pas trop pour éviter de surcharger le contenu et qu'au final, on perde de l'intérêt. Donc, on a décidé de directement inclure nos designs, de faire ces propositions que vous voyez à l'écran. Donc, comme vous pouvez le voir, l'ensemble de ces propositions tourne autour d'un axe, le cinéma, qui était vraiment un domaine qui revenait souvent cette année 2023 chez Cartier et qui nous a permis de faire des explorations autour de la pellicule de cinéma ou encore de la version print du yearbook Cartier. À l'issue de ces explorations, on en a tiré 2 pistes. Ces 2 pistes répondent à plusieurs critères, 2 précisément, dont je vous ai pas parlé juste avant, mais qui étaient vraiment importants pour Cartier. Le premier, c'était que Cartier avait vraiment envie qu'on voit le maximum d'articles possibles au sein de la navigation. Et le deuxième, il peut paraître simple, mais ça a réellement été un défi pour nous, c'était de créer une navigation entièrement en 3D. Donc afin de permettre à Cartier de mieux se projeter, nous avons pu leur proposer 2 pistes animées, que nous avons du coup animées à l'aide de Jitter, qui clairement nous a permis de faire des animations rapides, efficaces et simplement, juste en important notre animation 3D faite auparavant sur Cinema 4D. Donc l'étape suivante, c'était la direction artistique. Vu qu'on est à une conférence de designers, on pense que vous connaissez le sujet, donc on va pas s'étendre énormément, mais le principal à retenir, c'est qu'il fallait vraiment que les directions artistiques soient dans la veine quartier et ne prennent pas le pas sur l'image de la marque, et surtout qu'on récupère la DA qu'ils ont insufflée dans chacune des campagnes et qu'on crée des assets en fonction de cette direction artistique. Du coup, là, pour le coup, le maître mot, c'était less is more, pour vraiment avoir une cohérence sur toutes les DA et également sur l'UI qui a été faite dans sa globalité, et aussi le niveau d'interaction entre chaque expérience pour qu'il y ait vraiment un pied d'égalité. Une fois la DA validée, on est parti en production. Là, l'important, c'était surtout de ne pas bloquer les devs dans leur travail, vu que c'était dans un temps limité. Il fallait vraiment qu'on avance tous en parallèle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on donnait les assets qui étaient validés aux développeurs pour qu'ils créent la structure des expériences. Par exemple, sur une expérience 3D, comme on a fait un musée interactif, on a donné la structure globale sans les textures, sans la DA aux devs, en disant ok, là tu as un titre, là tu as un zoom, ici il y a un mouvement de caméra, pour vraiment lui donner les points clés, qu'ils puissent construire toute la structure, la mécanique, l'interaction, etc. Pendant que nous on avançait en DA, qu'on préparait les textures et le reste des fichiers, parce que c'est beaucoup plus facile d'itérer en DA et d'envoyer des fichiers à remplacer que dans une mécanique de navigation. Plongeons-nous maintenant dans une des expériences que nous avons pu réaliser pour le site Cartier, donc c'est le sillage de la panthère. En résumé, on devait réaliser une expérience autour de Vanessa Kirby évoluant dans un environnement de jungle. L'objectif, c'était de créer en fait la jungle la plus réaliste possible, la plus naturelle possible. Donc on a fait une grosse phase d'itération, itération en collaboration avec les développeurs, qui nous ont vraiment permis en fait d'avoir des retours en amont sur les différents effets que nous voulions implanter dans l'expérience. La suite, c'est tout simplement essayer de trouver la bonne méthode de construction, parce que qui dit jungle réaliste dit impossibilité de faire du temps réel. Donc on parle de temps réel quand on veut introduire directement la 3D au sein du site. Donc après plusieurs recherches, on a trouvé une méthode qui nous permettait d'avoir un rendu le plus réaliste possible, tout en n'ayant pas de souci de performance, parce qu'on verra par la suite, mais la performance dans ce genre de site, c'est le maître mot. Donc comme vous pouvez le voir sur cette petite animation, le concept il était plutôt simple. Fonctionnement facile, donc on prend l'entièreté de notre jungle, on la segmente en petits plans 3D, qui vont être représentés, donc par exemple soit le premier plan, les arbres, le positionnement des plantes, etc. On va les regrouper, les superposer afin de donner cette impression de parallaxe pour apporter le côté 3D qu'on voulait avoir dans cette expérience. La prochaine étape, c'est le post-processing, donc l'ensemble des effets qu'on va ajouter à l'expérience. Donc là, il faut savoir que l'ensemble des effets qui ont été ajoutés ont été déposés directement sur tous les plans,
comme vous pouvez le voir sur l'écran. Comment on les paramètre, ces effets? Les développeurs nous laissent ce qu'on appelle un GUI, Guide User Interface, qui va nous permettre, en fait, à l'aide de petits sliders, de régler et de paramétrer l'ensemble des effets voulus, comme par exemple les rayons de soleil que vous pouvez voir à l'écran, la fumée ou encore l'eau, ou même le positionnement des plantes. À l'issue de ce paramétrage, on va avoir un petit fichier qu'on va pouvoir exporter et qu'on va envoyer directement au développeur qui va pouvoir l'envoyer directement en fait, sur l'expérience et avoir l'ensemble de nos paramètres pris en compte. Donc pour chacune des expériences, on a utilisé des tips and tricks qu'on va vous mentionner. Notamment, par exemple, il y a une expérience où on scrolle sur un pont. Donc un pont, c'est une architecture très basique avec des éléments qui se répètent énormément. Donc pour un souci de performance, que le timing de chargement soit rapide, en fait, on a exporté qu'un quart du pont au développeur avec le sol. Et le développeur a simplement dupliqué en symétrie dans la profondeur et sur l'axe horizontal ce quart de pont pour en créer un entier. Dans une autre mesure, on a réalisé une expérience avec une mer et ça reprend en partie un peu la technique de la jungle. C'est pas exactement la même, mais en fait c'est que de la 2D. Pardon. On dirait que c'est de la 3D, mais c'est uniquement des plans. Et cet effet de volume sur la mer, on l'a appliqué grâce à une texture animée qui est en fait apposée sur le plan 2D et ça a vraiment fait la triche. On dirait vraiment qu'il y a du volume et de l'eau, alors que c'est tout simplement de la 2D et c'est vraiment pas coûteux en performance. Pour vous montrer le résultat de ces 4 mois de travail, on vous a concocté un petit showreel. Donc je vous laisse le regarder. Merci Julie et merci Rémi donc, pour cette présentation. On espère que ça vous aura permis d'avoir un aperçu de notre façon de travailler chez Hervé. On voulait aussi ajouter une petite note en conclusion, c'est qu'aujourd'hui on constate que l'on regarde les briefs que l'on reçoit ou quand on regarde un peu aussi ce que nos concurrents font, que l'expérience interactive vraiment se démocratise sur le web. Le WebGL par exemple, pour citer que lui, est de plus en plus accessible, il y a des formations, il y a de plus en plus de contenu qui arrive. Aujourd'hui, ça nous permet d'imaginer quelque chose qui n'était pas possible et pas pensable il y a encore quelques années, c'est de voir ces expériences interactives s'introduire dans nos tunnels d'achat, dans nos produits aussi. Donc on regarde tout ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et ce qu'on regarde aussi, c'est l'émergence d'autres outils comme Jitter par exemple, mais aussi Spline, donc je suis personnellement un grand fan, qui permettent à beaucoup plus de designers, toujours plus de designers, de s'approprier une nouvelle façon et des nouvelles dimensions à leur travail. Donc chez Hervé, on explore beaucoup sur ces sujets. On vous invite du coup à vous rendre sur notre site où vous pourrez retrouver nos différents projets et vous pourrez retrouver aussi nos réseaux sociaux sur lesquels on partage de plus en plus de choses depuis pas très longtemps. Et pour ceux que ça intéresse, vous trouverez aussi tout en bas de page l'email de monsieur Toby qui est notre responsable ressources humaines. Il est en vacances, mais si vous lui envoyez votre folio, promis, il jettera un œil et il vous répondra. Merci beaucoup à la team Hervé, c'était super. Et alors moi personnellement j'adore ce showreel que je trouve magnifique. Et maintenant, on accueille Maxime Frère de chez Source qui va nous parler de Design at Scale. Moi, je suis Maxime Frère, je suis Principal Designer chez Source, que je vais vous présenter très rapidement, parce que j'ai la lourde tâche d'essayer de vous expliquer ce que c'est le Design at Scale ce soir en à peu près 10 minutes. Donc du coup, Source, c'est un bureau de design technologie qui existe depuis presque 10 ans. Donc on travaille vraiment sur 4 grandes offres, donc vraiment la stratégie de produit. Donc là, on a des business qui ont besoin de shifter, qui ont besoin de s'adapter, des produits qui ont besoin d'une vision à long terme. Donc on les accompagne vraiment sur la définition de tout ça. Ensuite, on a une offre qui est vraiment product design. Donc là, pour le coup, une fois qu'on a créé la stratégie, en fait, il faut la déployer, il faut shipper du produit. Les utilisateurs, c'est ça qu'ils ont entre les mains. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Après, on a une partie aussi un petit peu spécialisée côté engineering. On fait vraiment des choses assez soit innovantes, soit très robustes. Donc vraiment de la technologie, on va dire, qualitative. Et on a une autre offre, une dernière que je vais vous présenter, qui est
du coup découle de cette discipline qui est le design at scale. Et d'ailleurs, j'ai avec moi Marion aussi, je tiens quand même à remercier parce que c'est grâce à elle aussi qu'on a réalisé pas mal de projets et qui a fait une bonne partie aussi des livrables que vous allez voir par la suite. Qu'est-ce que le design at scale? Je vais vous dire déjà le pourquoi. Donc c'est vraiment une réponse aux besoins d'organisation complexes. Donc très généralement, on travaille avec des très grands groupes qui ont soit des problématiques de gestion, de plein de marques, ils doivent coordonner plein de touchpoints, ils ont plein de produits, ils ont besoin de beaucoup de designers ou ils ont beaucoup de designers avec plein de problématiques et ils sont vraiment focus sur des outcomes tels que le time to market, des expériences cohérentes et de qualité mais sur vraiment des écosystèmes globaux. Ils cherchent aussi à optimiser les coûts, la maintenance, ça c'est une forme de bénéfice ou favoriser tout simplement les synergies entre les différentes disciplines qu'il peut avoir dans les équipes produits. Ça peut être design, tech, mais ça peut être aussi avec tout ce qui est product manager, etc. Globalement, moi je pense que vraiment cette discipline-là, elle se caractérise par l'intersection entre design, stratégie et transformation. Donc design, pourquoi? Parce que généralement on n'intervient que quand il y a soit un acte de design, soit des designers impliqués. Stratégie, c'est parce qu'il y a une vraie, souvent, stratégie d'entreprise qui est derrière tous ces sujets. Et ça entraîne une transformation, puisque tous ces projets-là, généralement, vous allez le voir, amènent en fait une nouvelle manière de travailler, des nouveaux outils. Et en fait, du coup, les gens, ils sont amenés à bouger, à changer dans leur quotidien. Et donc, une fois qu'on a tous ces trois ingrédients-là, c'est généralement là où cette discipline intervient. Vraiment, nous, on distingue, il y a trois grosses activités. J'essaie de les rattacher un petit peu aux termes qu'il y a sur le marché, mais on pense vraiment, vous voyez, cette idée de village, là, c'est vraiment notre idée, c'est que tout est connecté, on va le voir juste après. Donc, il y a tout ce qui est industrialisation, donc je pense que vous avez tous entendu parler, Design Language System, Atomic User Research, et très généralement, quand on démarre ces projets chez les clients, en fait, ça entraîne toutes des problématiques de design ops, donc vraiment entre designers pour fonctionner, et aussi de design org, donc comment le design et ses outils et ses nouvelles manières de travailler s'implémentent dans toute l'organisation. Et parfois, c'est assez rare, on a vraiment des grosses transformations par le design, mais on le verra dans les enseignements, c'est plutôt l'inverse. Je vous prends l'exemple du Design Language System. Ce que vous connaissez le plus, que vous avez souvent accès, c'est de la documentation. Vous voyez en fait tous les assets, les fondations de design, etc. Souvent, parfois, vous avez accès aux librairies qui sont très généralement en fait sous Figma, et puis des assets de code. Mais en fait, ce que vous voyez pas, ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, il y a toute une complexité autour de comment on gère les contributions des différentes équipes, quelle est la gouvernance, quels sont les process, comment on gère l'adoption, comment j'implémente tout ça, qui c'est que je mets en relation, qui c'est qui est mon sponsor, quels sont les détracteurs, etc. Donc, il y a toute une complexité derrière, en fait, que nous, on va venir gérer sur ce genre de discipline qu'est le design at scale. Notre approche, et je pense que c'est une approche qui peut être déployée par à peu près tous les gens qui travaillent dans cette discipline-là, elle est vraiment en 3 étapes. La première, c'est define, on va aller un petit peu dans le détail. Ensuite, on implémente, et ensuite, notre but, c'est de transférer souvent à nos clients et de sortir de ces sujets pour passer sur d'autres défis et d'autres challenges. Donc, focus sur la phase d'implément. Donc, généralement, c'est la phase où on transpire le plus. C'est la phase de définition. On définit une vraie stratégie. Là, donc, celle de define, généralement, c'est là où on étudie les écosystèmes de marque. On va regarder globalement tout le mapping aussi de tous les acteurs. On va essayer d'étudier l'environnement. On va faire des études. On va faire pas mal de choses. Vous verrez. C'est globalement des choses que vous êtes déjà censé pouvoir faire, mais on les applique sur cette discipline. Ensuite, on a la phase d'implémentation. Donc, une fois qu'on a défini toute cette stratégie, ces structures, etc., derrière, il faut les déployer. Donc, généralement, on monte. Donc, ça peut être des structures. Donc, vous voyez, des fois, en fait, on va les opérer, on va mesurer et ensuite on va les améliorer. Donc, généralement, tout ce qu'on définit comme stratégie, il y a la théorie, puis il y a la réalité du terrain, il y a des équipes qui sont impliquées, il y a des équipes qui ne veulent pas s'impliquer, il y a de nouvelles stratégies d'entreprise, des nouveaux événements, des nouvelles équipes, des nouvelles choses comme ça. Donc, on est toujours en train de s'adapter. Et donc, généralement, on crée, nous aussi, pas mal d'assets, que ce soit sur des process, que ce soit des choses pour faire gagner du temps, des manières de travailler, etc. Et qu'ensuite, on vient améliorer. Et après, il y a la phase de transfert. Donc là, c'est vraiment... Alors, il y a des choses que j'ai dû flouter parce que c'est un petit peu confidentiel. Mais voilà, il y a vraiment 2 phases. Donc nous, notre objectif aussi, c'est que les clients, ils s'emparent en fait, de notre savoir-faire et qu'en fait, à la fin, c'est eux qui opèrent et c'est eux qui font du coup
les différentes choses. Et ensuite, on a une documentation où là, parfois, on peut même aussi être un peu créatif. Donc, vous voyez, là, pour BNP Paribas, donc tout ce qui est design system, on a créé un petit book qu'on a imprimé, etc. Donc, il y a moyen aussi d'exprimer sa créativité sur cette discipline. Justement, la conclusion que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que généralement, en fait, on se dit, design at scale, ça fait très consulting, ça fait très stratégie. Et on se dit, en tant que designer, est-ce que je suis capable de faire, en fait, et d'exercer cette discipline? Réellement, les processus, les activités, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on va chercher des problématiques et ensuite, on doit trouver des solutions. Donc, en fait, finalement, c'est juste le prisme par lequel on va trouver des solutions par rapport aux problématiques qu'on a rencontrées qui est différente. Mais sinon, on fait exactement les mêmes activités. Donc, quelques enseignements clés par rapport à cette discipline. Le premier, c'est l'approche bottom-up. Donc, très généralement, on parle de stratégie. Donc, on imagine toujours qu'on va faire un truc qui se déploie à très grande échelle, sur de nombreux départements, etc. Ça marche généralement jamais. La meilleure approche qu'on a vue, c'est vraiment de commencer petit, prouver que ça fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, voilà, du coup, on va avoir la possibilité et la capacité de scaler. La deuxième, c'est qu'on a des forts partis pris et des convictions. Donc là aussi, par exemple, nous, y a des choses comme les design language systems, c'est le code comme source de vérité. Donc en fait, on démarre toujours par le code et ensuite on génère des assets de design. En fait, ça c'est un parti pris qui fait que on change la manière de percevoir les design language systems chez des clients, de travailler, de placer aussi parfois les développeurs à une place qu'ils n'ont pas forcément dans le process de design. Et ça, en fait, c'est vraiment, il y a 10 000 manières d'aborder les choses, des process, de créer des assets. Nous, on a vraiment de ces partis pris-là pour essayer, et c'est ça qui fait vraiment avancer les choses. Et puis ensuite, dernier enseignement, c'est aussi que, en fait, pour moi, je suis designer avant tout, et pour moi, il faut être vraiment très bon designer pour pouvoir faire du design at scale. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez des problématiques de setup de librairie sur Figma, quand vous avez des problématiques de trouver le tool qui est le plus efficace et qui vous fait gagner le plus de temps par rapport aux équipes, qui a peut-être la learning curve la plus facile pour des équipes pour pouvoir transformer, en fait, tout ça, en fait, c'est parce que les gens les ont expérimentés. Donc moi, j'ai beaucoup en fait de designers de chez nous qui interviennent en fait sur ces sujets, sur des choses spécifiques, souvent des spécialités. Ça peut être du plugin, ça peut être de la gestion de librairie, ça peut être des tokens, ça peut être des variables, ça peut être aussi des process ou des outils et qui viennent travailler. Donc pour moi, il y a vraiment cette espèce de boucle virtueuse où en fait être bon designer permet de faire du bon design at scale. Quand on industrialise, on essaie d'industrialiser de la qualité. Et ensuite, du design at scale permet aussi de s'améliorer aussi sur cette pratique et cette discipline du design. Voilà, merci. On va accueillir le Design Crew, notamment Jacqueline, Victor et Jérémy qui vont nous parler du redesign de Deezer. Merci déjà pour tout le monde d'être venu pour ce meet-up. C'est super agréable de voir autant de designers et de gens passionnés pour suivre ces talks. On a eu des super talks là en première partie. On va vous parler de l'histoire du rebranding Deezer avec ce qu'on peut partager. Je vais rapidement introduire The Design Crew avant d'introduire aussi mes confrères du talk de chez Deezer. The Design Crew, on est une boîte qui s'articule autour du product design. On fait de la formation, on a commencé par là avec des niveaux reconversion et des niveaux advanced, dont d'ailleurs Alexis et Julien participent sur la version plus senior. Et on a un studio depuis 3 ans. On a testé un positionnement plutôt product design et on commence à s'ouvrir sur des missions expert user research et brand design. Donc là, on est vraiment à la croisée product design et brand, on va en parler. On a eu le plaisir d'avoir Victor aussi en formation, donc c'est trop cool de voir son évolution. On a du coup travaillé avec Deezer, on a eu la chance de bosser sur un super projet qu'on va essayer de vous retranscrire aujourd'hui. J'ai la chance d'en parler du coup avec Jacqueline qui est chez Deezer depuis 5 ans, donc en senior design, et Victor qui est chez Deezer depuis 1 an. Voilà. Jacqueline va commencer par vous dire pourquoi il y a eu un rebranding et quand est-ce que ça s'est passé, quand est-ce que ça a commencé. Il y a 6 mois à peu près, qu'on a lancé une nouvelle identité pour Deezer après 5 ans de overuse, overdose de Gradient. What a time. Oui, cette nouvelle identité, elle est arrivée pour transmettre, pour traduire un nouveau positionnement des Deezer, de vision des produits, plus tourné vers les expériences, comme par exemple Shaker, qui c'est une fonctionnalité des Deezer.
On a fait un super travail, c'était vraiment, vraiment huge. Et on n'avait pas beaucoup de temps pour les faire. Donc, pour donner un peu de contexte, quand on a commencé, on avait juste un truc qui c'était vraiment, vraiment sûr, que c'était la date des livraisons, donc en novembre. Et en juin, on a fait un workshop avec Koto, qui c'est l'agence qui nous a accompagnés pendant les rebranding. Et on avait plusieurs pistes. On a décidé, on est parti avec l'une des options qu'on avait. Et on a commencé à démarrer les projets, à faire plein explorations avec tous les teams design. Et la question, genre, on a dû commencer sans avoir beaucoup de confirmations. Donc, par exemple, ce qu'on avait, c'était de mots-clés, bold, fresh, quirky. On avait aussi 4 premières couleurs et quelques éléments un peu en blanc pour commencer et traduire dans les produits. Le mot d'ordre pendant le rebranding, c'était le pragmatisme. Chez Deezer, à l'époque du rebranding, on avait 3 designers opérationnels, en plus d'un VP et un head-off. Donc ça faisait pas beaucoup de bras pour tout un rebranding, avec à peu près au moins 150 devs. Donc notre réflexe, ça a été immédiatement de faire appel à des externes, et notamment The Design Crew. D'un côté, d'abord, pour avoir plus de designers qui bossent sur le branding, mais aussi, l'idée était aussi d'avoir un regard frais. Puisque d'un côté, on avait les gens qui avaient bossé sur le produit sur Deezer, comme Jacqueline, depuis plusieurs années, donc qui avaient une expérience, mais qui pouvaient peut-être se censurer un peu. Et de l'autre côté, des gens qui pouvaient apporter un regard un peu nouveau, comme Gaëtan et Théo, qui ont beaucoup bossé sur ce rebranding. Pour ce qui est de la composition de l'équipe, vous avez une overview ici, donc Alexis qui est présent ici, maintenant il est blond, qui est notre VP, Laurent qui était le head-off à ce moment-là. Mais on avait d'autres personnes, comme par exemple Florian, qui est notre lead design ops, qui gère toute la partie design system, qui est arrivé 2 semaines dans le rebranding. Donc c'est un onboarding assez sport. Mais aussi des externes, comme j'ai mentionné, Design Crew, Mathieu, et moi-même, qui était à l'époque freelance pour faire un backfill. Ça nous a permis d'avoir un peu plus de main d'œuvre sur ce rebranding. Pour ce qui est du process, on a d'abord fait une partie Going Wild, où on a travaillé en chambre, isolé de le reste de la boîte, pour se permettre d'avoir un peu d'espace d'exploration et reprendre les idées de chacun chaque semaine pour aller un peu plus loin. Une fois qu'on s'est décidé sur une orientation, sur une incarnation du branding, sur le Going Wise, l'idée c'était de voir comment on pouvait incarner ce branding dans nos différentes fonctionnalités. Et évidemment, ensuite l'intégrer, faire toutes les pages que vous pouvez imaginer et établir un design system. Pour le Going Wild, on est parti vraiment, vraiment wild. On a essayé de transmettre tous les éléments qu'on avait sous les produits. Donc, par exemple, on a utilisé les formes un peu oblongues qu'on appelle squircle aussi. On a travaillé avec beaucoup de contrastes aussi dans les écrans pour traduire le côté un peu bold. Et du coup, moi, je vais vous présenter le travail aussi de Théo et un peu de Gaëtan. De chez The Design Crew. C'est vrai qu'en introduisant ce talk, j'ai oublié de me présenter. Donc Jérémy, Head of Design chez The Design Crew. Donc j'aide les designers sur leur projet aussi à essayer de délivrer le meilleur taf possible. Donc comme disait Jacqueline, en élément brand, en commençant ce rebranding, notamment dans cette première phase Going Wild, on n'avait vraiment pas grand-chose. Un positionnement, quelques mots-clés, quelques couleurs, pas encore de fonte. Donc c'est pour ça que vous voyez aussi plein d'explorations de fontes assez différentes. On avait quand même un positionnement assez fort sur un gimmick et notamment l'utilisation d'ellipses et de shape, qui était un des piliers de la brand qui était super intéressant à utiliser. Donc là, on le voit à différents niveaux, au niveau de la border qui sépare le header de la tracklist. Dans les icônes aussi, vous verrez que sur Deezer, c'est des icônes qui ont été redessinées et qui sont super spécifiques, inspirées de cette shape ici. Côté motion, on a essayé aussi plusieurs choses pour mettre en vie ces shapes. Ces shapes, elles ont l'intérêt en gros de donner le sens que la musique connecte les gens et évoque énormément de sentiments et essaye de propager en fait une énergie, une vibe positive. Donc dans les sessions un petit peu ouvertes au début, on s'est autorisé à aller chercher du plus quirky comme on voit en haut à droite, avec aussi quelques animations subtiles sur certaines catégories pour voir qu'est-ce qui pouvait être retranscrit dans le produit de manière assez caractéristique, mais quand même bien, je dirais, montrer du contenu sans prendre le dessus sur les catégories. On a beaucoup aimé aussi certains traitements photographiques qui étaient proposés. Ici, on a exploré pas mal de choses dans la partie The Design Crew avec l'asset de l'artiste, comme vous voyez, qui est dupliqué, qui donne une notion de mouvement qui est vachement intéressante, ou certaines aussi shapes un peu plus complexes, si on les voit tous les jours dans le produit, ça risque de faire beaucoup, mais les shapes du player qui étaient super intéressantes ici.
énormément aussi de jeux sur les masques, forcément, grâce au shape, ce qui est encore un des piliers qui est gardé sur la marque Deezer aujourd'hui, qui est super efficace et assez unique dans en tout cas leur utilisation chez Deezer. Donc là, on avait joué aussi avec pas mal de différentes structures pour les headers, pour montrer des playlists, pour montrer des artistes, etc. et les mettre en valeur. Et un des gimmicks qui nous plaisait le plus, c'était cette notion d'ellipse un petit peu en mouvement, hein, encore une fois pour représenter cette notion d'onde de la musique. Et on trouvait que dans ces explorations, il y avait quelque chose d'assez intéressant, peut-être dur à scaler hein, selon les noms d'artistes et peut-être aussi un peu trop présent par rapport à d'autres infos, mais super intéressant de voir comment on pouvait intégrer l'information clé de la page dans ces ellipses-là ou en des petites catégories sur les genres de musique ici. Going Wise, Victor Le Sage. Une fois qu'on a commencé à travailler sur le redesign, après avoir reçu les premiers éléments de branding de Koto, comme vous pouvez imaginer, il y avait autant d'incarnations que de designers. Et donc à un moment, on a dû prioriser. Et on a trouvé assez utile cette espèce de matrice pour organiser un petit peu les différentes itérations qu'on a eues. Donc selon un peu slick et quirky et tendance et intemporel. Finalement, on est plutôt parti sur celle en bas à droite, même si elle a beaucoup évolué depuis pour ceux qui ont ouvert l'application Deezer ces derniers mois. L'idée était qu'en fait, la quirkiness, ça rappelait un peu une de nos valeurs qui est le côté bold, donc audacieux et qui se permet d'être soi-même. Une fois qu'on a décidé de cette orientation et les premiers éléments de notre nouveau design, on a commencé par travailler sur les écrans les plus importants, comme la page favorite, mais ça peut être aussi la home ou tout simplement une playlist. L'idée était que ces pages avaient le plus de composants et donc nous permettaient de travailler directement sur les fondations de notre design system et de crash tester cette nouvelle orientation de design. Et avec ça vient les déclinaisons selon les différentes features de Deezer, du travail sur les landing pages pour commencer à s'approprier la fonte, du coup la Deezer 100 qui a été validée, qu'on n'avait pas encore pour rappel au tout début du process, et les différents codes couleurs, les différentes shapes aussi qu'on pouvait essayer de mettre dans leur meilleur, je dirais, sous leur meilleur éclat dans l'interface. Ici, c'est un exemple d'une des features clés de Deezer qui est le quiz musical. On verra l'avant-après tout à l'heure, où on a essayé de montrer aussi comment la brand pouvait, sans prendre trop le dessus, mais quand même vraiment renforcer le message, notamment un peu fun et gamifié dans ce cas-là. Et l'utilisation, comme on voit, des shapes, je dirais, les plus brandés en haut, mais aussi des petits squircles et types de rectangles un peu arrondis qu'on a retrouvés à différents niveaux. Donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui était live à partir du 7 novembre. On s'est concentré d'abord sur notre changement de design system, donc tout ce qui va être typo, spacing, couleur, mais aussi quelques éléments de composants, donc comme les boutons par exemple. Le mot d'ordre était le pragmatisme. Ce qu'on voulait, c'était pas d'avoir des pans de l'app rebrandés et redesignés et certains non, en étant trop audacieux. Donc on s'est concentré sur avoir un revamp uniforme sur toute l'application, en commençant par ces quelques bases. Évidemment, on n'a pas oublié nos sources et ce branding, vous pouvez le voir infusé dans à peu près tous les pans de l'app. Par exemple, à gauche, vous avez des explorations qu'on a fait au tout début, la première ou deuxième semaine. Et finalement, à droite, ce qui s'est retrouvé dans l'app aujourd'hui et qui est live. On retrouve bien ce rebranding infusé dans toutes les parties de l'app, plus ou moins fortement. Et donc c'est vachement intéressant. Et pour finir sur les écrans live et l'avant-après, donc vous avez compris avant à gauche et après à droite. Ici pareil pour la structure des favoris, le design des sections et l'association icône-titre, le fait d'avoir aussi un key call to action en haut pour vite lancer une page. Donc il y a pas mal de réflexions UX et UI qu'on a pu garder, même dans la version live, qui est comme tu dis, qui s'est orienté vers quelque chose d'un peu plus intemporel, mais qui garde un petit clin d'œil quirky qui vient depuis le début, depuis la DA Koto, mais aussi depuis les premières explorations. Ici on voit aussi la passation entre les quelques éléments à exploration sur le quiz et ce qui en est ressorti, avec pas mal aussi, là pour le coup, je dirais une proposition encore plus gamifiée, encore plus osée sur une feature du coup plus spécifique que le player et les playlists de musique. On a fait cette dernière mosaïque, en gros des écrans les plus, je dirais, forts côté branding, comme on doit effectivement avoir des moments forts dans l'app et des moments plus neutres, de ce qui est live. Pour finir, on peut dire un petit mot sur un peu le projet en tant que studio et en tant qu'interne. En tant que studio, c'était vraiment une chance de bosser, pour le coup, c'est un peu un rêve de designer pour les équipes, Gaëtan et Théo notamment, qui ont travaillé directement sur le projet, de bosser sur des super beaux projets de ce type-là, donc qui incluent musique, qui inclut réflexion brand et DA, qui inclut aussi réflexion UX et bien sûr produit. On a eu un vrai plaisir de bosser main dans la main avec Alexis, VP Design, et Victor, Jacqueline et le reste de l'équipe sur les explorations et les phases aussi de convergence. Il y avait quelques moments forcément un peu plus durs, comme on ne contrôlait pas la DA de zéro. Koto avait
Bon, on peut jamais se plaindre d'une DA faite par Koto, mais on assumait aussi certains de leurs choix, donc il fallait se les approprier. Mais c'était vraiment hyper intéressant. Et après, il y a une grande phase qu'on voit moins ici dans ces slides-là, de rationalisation et surtout de construction du design system, d'implémentation et de QA, qui est hyper importante, et crédit du coup aux équipes internes pour le coup d'avoir mené ça. Effectivement, on voit un peu le côté glamour, et ça c'était vraiment le début qui était vachement intéressant d'un point de vue design, mais le travail s'arrête évidemment pas là. Il s'est passé des mois d'intégration, de travail main à la main avec les équipes tech et design system, et comme vous le savez, un rebranding c'est jamais fini. Là vous voyez qu'une petite partie de ce qu'on a réussi à implémenter dans un court laps de temps. On voudrait faire évidemment évoluer ça dans les futurs mois, années, et c'est vraiment un objectif. Et puis évidemment encore merci à Design Crew d'avoir travaillé avec nous, c'était un plaisir. Des shout-outs pour toute l'équipe chez Deezer qui a travaillé avec nous, tous les devs, le design system lead aussi, il a beaucoup travaillé. Donc voilà, c'est un shout-out pour tout le monde qui a travaillé avec nous. Et petit clin d'œil à Sébastien du coup qui disait qu'une brand doit durer dans le temps, donc on espère que pour Deezer ce sera le cas avec toutes les améliorations que vous allez continuer à apporter, et surtout The Design Crew qui a 5 ans. Effectivement, c'est Sébastien qui a lancé le premier logo. Pas mal de choses ont changé depuis, mais c'est pour le coup un logo qui tient dans le temps, donc merci Seb pour ça. Et merci à l'équipe de The Design Crew et de Deezer pour ces insights plus qu'intéressants. On va accueillir 2 personnes de chez Bruno qui vont venir nous parler d'une brève histoire du goût. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je voudrais vous parler d'un truc qui est assez spécial pour mon frère et moi. C'est le nom qu'on a donné à notre boîte, donc Bruno. Alors, ce nom, c'est pas juste un nom pour nous, c'est un symbole, même j'ai envie de dire un symbole de réussite. C'est un guide qui nous a aidés toutes ces années, même je pense depuis le début de ma vie. Donc Bruno, c'est ce monsieur-là. Alors le petit là, c'est moi. Pour expliquer un peu qui était Bruno, il faut savoir que c'était quelqu'un qui ne lâchait rien, jamais, qui avait une tête dure et qui savait toujours transformer les situations compliquées en une opportunité. Alors en réalité, il n'avait pas vraiment le choix. C'était un immigré italien après la Seconde Guerre mondiale, donc il est arrivé en France de manière illégale, sans argent en poche. Donc il a fallu se battre, et c'est ce qu'il a fait. Et il a réussi, il a bâti une famille, il a réussi à construire des entreprises. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça qu'on a envie d'incarner dans notre boîte, c'est cette énergie et c'est cette remise en question permanente qu'il a su faire pendant toute sa vie. Je ne vais pas rester 15 ans là-dessus, mais on est aussi là pour vous expliquer un peu comment on essaye de secouer le monde de la brand et du design. Et du coup, je vais passer la parole à notre directeur de création qui nous a rejoint cette année et qui a su, je pense, mieux que personne comprendre notre vision. Et aujourd'hui, voilà, il a un sujet génial qu'il va vous expliquer. Donc voilà, Pierre Janel. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? J'ai pris exprès un site. Alors, j'ai refait un petit peu un site pour éviter d'avoir des procès, mais j'ai pris exprès un site qui fait grincer des dents un peu les designers, mais qui ne dérangerait absolument pas le grand public. Ça choquerait pas du tout les proches, ça choquerait pas du tout certains clients. Mais pour les designers, c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. C'est pas forcément le genre de truc qu'on mettrait dans notre portfolio, c'est pas forcément le genre de truc qu'on mettrait en avant, etc. Pourtant, tous ceux qui s'intéressent un peu de près ou de loin au design doivent admettre qu'ils ont aimé ça. Ça, 2009, 2010, 2012, 2013, c'est cool. Le flat design était à son apogée, les typos sans sérif, le plashement, le H1, etc. Tout était bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? À quel moment ça a merdé ? À gauche, c'est le site de la toute première webcam, 1994. Elle est encore en ligne. C'est dans un quartier de San Francisco. On imagine que le site a été fait à cette époque-là. Il n'a pas bougé depuis. Et à droite, c'est le portfolio de Anthony Zukowski, qui est un designer qui a passé un petit peu de temps chez Apple, chez Google, chez IBM, qui est maintenant chez Bass Design. On peut partir du principe que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et voilà, je ne ferai pas forcément de commentaires, mais on a l'impression que c'est un peu pareil quand même. On reprend un petit peu ses codes. Alors pourquoi Anthony Zukowski fait le même site, ou en tout cas un site dans le même délire que ce site de 1994 de la toute première webcam ? Parce qu'il fait du vintage, évidemment.
Le vintage, on dit que c'est entre 20 et 30 ans. Voilà, la première webcam est sortie. Ce site de la première webcam est sorti entre il y a 20 et 30 ans. Anthony Zukovsky, à la manière de quelqu'un qui mettrait un vieux blouson en cuir pour aller en soirée, quelque chose d'un peu patiné, qui aurait 20 ou 30 ans, refait un site un petit peu dans ce mode-là, un site un peu patiné, hein, on peut le dire. Donc Anthony Zukovsky fait aujourd'hui le vintage de notre époque actuelle. Qu'est-ce que sera le vintage de là maintenant? Qu'est-ce que sera le vintage en 2030, 2035? À quoi ça ressemblera? On n'a quand même pas envie que ce soit ça, mais il y a quand même de fortes chances que ça le devienne. La fin des années 90 et le début des années 2000, c'est l'arrivée du faux, de manière générale. Et ceux qui ont grandi comme moi dans les années 90 ont grandi avec le faux. La fausse nourriture, les faux appareils électroménagers. Hein. Combien de fois on a entendu nos parents se plaindre des lave-vaisselle et des frigos qui sont beaucoup moins bien qu'il y a quelques années. Le faux cuir, l'imitation cuir. Moi, j'avais ce cahier de texte, hein, imitation vintage, où la couverture est imitée un petit peu comme si c'était du métal. Ça n'existait pas avant. On a créé le faux pour la première fois dans les années 90 et on a créé, pour la plupart du temps, limiter les coûts de production, des choses de moins bonne qualité. Les produits étaient moins bien. On a commencé à rajouter d'autres éléments dans les tissus. On a commencé à imiter le cuir parce que ça coûtait moins cher de le faire avec du Sky. On a commencé à mettre des aliments de moins bonne qualité. Il faut le dire, la fin des années 90, c'est aussi le faux dans le design. Et c'est aussi une période où le design est de moins bonne qualité. Le print, ça faisait 300 ans, 400 ans, je crois, qu'on jouait avec. Le print, on en connaît les limites, on en connaît les contraintes. On sait un petit peu tout faire avec le print. Le web, dans les années 90, début 2000, on découvre le pixel et on joue un petit peu avec, comme un enfant qui joue un peu avec son nouveau vélo. Et comme un enfant qui joue un peu avec son nouveau vélo, on tombe et on fait des bêtises et on essaye de découvrir un petit peu ce nouvel outil. En 2014, en France, on a eu la chance d'avoir la réforme de la formation professionnelle, avec plusieurs éléments dans cette réforme, notamment, si vous êtes salarié dans une boîte, vous le savez, un entretien individuel fait chaque année avec votre N+1, plusieurs acquis dans la formation et ce qu'on appelle un compte professionnel de formation, un compte CPF, qui est arrivé. Donc avec un panier moyen, il me semble, de 1 400 € pour 35 millions de Français, ça fait un marché de 52 milliards d'euros qui est arrivé en 2014. Donc quasiment du jour au lendemain, 52 milliards d'euros sont disponibles sur le marché pour les boîtes qui vendent des formations qui sont achetables par le CPF. Qui dit 52 milliards d'euros dit son lot d'arnaques. L'arnaque la plus courante étant un centre de formation un peu fictif achète une formation la plupart du temps gratuite, en tout cas récupère une formation la plupart du temps gratuite sur Internet, ajoute 2-3 fioritures pour que ce soit compatible au CPF et ensuite la vend extrêmement cher à un centre de formation qu'il a lui-même créé pour ensuite démarcher au téléphone. C'est ça les 450 coups de téléphone que vous avez reçus l'année dernière pour vous parler de votre compte CPF. C'est ça, ce sont des arnaques au compte CPF. Et pour essayer de récupérer un peu ce petit pactole de 2 400 $. Qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui? Pas forcément la réforme de 2014, je vois que ça passionne pas forcément autant de gens que moi. Ce qui est intéressant, c'est les sites qui sont créés par ces plateformes de formation. Ce sont des sites qui sont créés et détruits automatiquement parce que ce sont des pratiques qui sont répréhensibles et condamnées par l'État. Donc à chaque fois qu'un site pour vendre des fausses formations est créé, il est créé très rapidement, on imagine de manière très économique, et ensuite il est descendu par l'État. Ces sites qui sont créés à la chaîne, à quoi ils ressemblent? À ça, Cool Format Pro est un site d'une formation qui a dû rester environ 2 semaines sur Internet pour vendre ses fausses formations et ensuite être descendu par l'État français qui lutte contre les bandits. À quoi ressemble ce site et pourquoi il ressemble à ça? Il ressemble à ça parce que c'est la manière la plus simple et la plus rapide de s'habiller comme le reste du web. C'est le pull jean basket d'Internet. Le logo, la petite icône à gauche, tout va bien, le CTA en haut à droite, on le retrouve au milieu, même taille, même couleur, le H1 qui est bien mis, police sans sérif, le pack d'illustration flat design qu'on a soit acheté 8 $ sur iStock, soit carrément gratos sur d'autres plateformes. C'est la manière la plus rapide et la plus simple de faire un site internet. Et c'est vraiment le jean pull basket si on veut se déguiser en site internet aujourd'hui très rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que pour les autres sites de formation, la différenciation par rapport à ces sites-là, elle est non seulement nécessaire en termes de goût, elle est nécessaire en termes de crédibilité. C'est-à-dire, ce sont des arnaqueurs, ces sites-là. Donc, pour les autres comptes de formation, il ne faut absolument pas ressembler à ça. Donc, on a une nécessité de design de non seulement se démarquer d'une certaine forme de goût, c'est quand même un peu chum maintenant, c'est un peu daté, mais aussi une forme de crédibilité, parce que les gens qui font ça sont des sites de mauvaise qualité par rapport à leurs produits. Est-ce que quelque chose, ça donne le sentiment du coup que ça ne reviendrait pas à la mode, puisque non seulement on n'aime pas ça en termes de design, mais en plus, qualitativement, ça véhicule quelque chose de mauvaise qualité. Est-ce que quelque chose de mauvaise qualité est déjà revenu à la mode? C'est ça la question qu'on peut se poser maintenant. Au XVIIe siècle,
dans le sud de la France, on essaye de copier un tissu italien, souvent utilisé pour les voiles de bateau et les pantalons de marin, donc un truc assez quali qui résiste à l'eau et à tous les intempéries. On essaye, on n'y arrive pas beaucoup, mais on finit par faire quelque chose d'assez ressemblant en armure de serge. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de couture, mais c'est un système de couture très résistant. Et on l'utilise donc pour les marins dans le sud de la France. Ça s'appelle le sergé de Nîmes au début, et à la fin ça s'appelle juste le de Nîmes, et à la fin ça s'appelle le jean. Le jean a été créé, ensuite Lévi-Strauss le colle sur les mineurs californiens, et ça devient le jean, et ça devient ensuite une icône de pop culture qu'on connaît. Un jean, c'est quali, à la base. C'est pour ça que ça a été créé. Un jean, c'est un tissu résistant à l'eau, au vent, aux intempéries, au sol. C'est la raison pour laquelle on a créé un jean, c'est que ça dure dans le temps. On l'a dit tout à l'heure, la fin des années 90 et le début des années 2000, c'est l'année du faux. Et donc, on a vu évidemment le faux jean. Et ceux qui ont grandi dans les années 90 et qui ont porté des jeans comme moi au collège, vos jeans n'étaient pas de bonne qualité. Je suis au regret de vous le dire. C'était des jeans avec du spandex, avec de l'élastane, avec tout un tas de choses pour le rendre plus confortable ou pour flinguer tout simplement les coûts de production, évidemment. Aujourd'hui, on retrouve maintenant une culture du jean de qualité. On voit des marques comme Bonne Gueule, Bali-Bari, Cézanne, etc., qui essayent de ramener un petit peu cette notion de jean de qualité. Donc on se dit que finalement, les jeans des années 90, maintenant ils sont dans le désert du Chili, ils ne dérangent plus personne, et ce n'est pas forcément quelque chose qui va revenir à la mode. Malheureusement, si certaines personnes se sont déjà baladées devant un collège ou devant un lycée, en ce moment, actuellement, ils remettent des jeans des années 90. Et c'est ça qui est formidable, c'est que non seulement ça dérange en termes de style, éventuellement ceux qui ne sont plus dans cette idée de masse, mais en plus, qualitativement, ce sont des jeans de mauvaise qualité qui se déchirent, etc. Donc ils reviennent à cette notion-là. Est-ce qu'un jour on va revenir à ce style? C'est ça la question qu'on peut se poser. C'est ça la question. On n'a vraiment pas envie de le faire. On n'a vraiment pas envie de revenir à ce style comme une mode et comme un jean de mauvaise qualité auquel on reviendrait. Qu'est-ce qui pourrait nous sauver de ce genre de style? Le web, maintenant, ça fait plus de 30 ans qu'on joue avec. C'est pas les 400 ans du print, mais c'est pas mal quand même. On n'a plus de besoin de roulettes sur notre vélo. Maintenant, on peut essayer de pousser un peu les limites. On peut essayer d'abandonner peut-être ces codes auxquels on tient vraiment, parce que c'est peut-être ce genre de choses qui va nous permettre de créer de la nouveauté en termes de design. C'est quoi le plus intéressant pour un designer? Faire du neutre. Neutre, c'est chiant, c'est pour ça que c'est du neutre. Faire de la tendance, c'est bien, c'est risqué. Faire de la tendance, le jour où vous sortez votre case study, c'est déjà potentiellement plus tendance. Faire ce qui sera tendance, ça c'est intéressant. Pepsi change son branding tous les 10 ans en essayant de faire ce qui sera tendance. C'est extrêmement risqué aussi, c'est pas forcément le plaisir de l'intemporel qu'on fait. Faire de l'unique, faire de l'intemporel, ça c'est amusant. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Deezer. Je reviens. Faire de l'unique, faire de l'intemporel, ça a une chance de rester parce que ça ne sera jamais tendance. Et c'est ça qui est amusant et c'est ça aujourd'hui ce qu'on essaye de faire chez Bruno, essayer de pousser les limites des styles et des tendances pour essayer de sortir de ce cycle dans lequel on ne veut pas revenir pour faire de l'unique et faire de l'intemporel. Merci beaucoup et bonne soirée.